Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Partie 1. Diversification des PROBLEMATIQUES, de l'évaluation. 1. Interroger les objets. 1.1 La COMPETENCE. La notion émergente de compétence dans la construction des apprentissages. Jean-Marie de Quetel. À travers les siècles, le statut de la connaissance a évolué sous la pression de différents facteurs, ce qui a entraîné des effets sur la façon d'organiser les systèmes de formation et d'enseignement, et donc de concevoir l'apprentissage et son évaluation. Une lecture de cette évolution nous permet de distinguer 4 grands mouvements. Connaître, c'est prendre connaissance des textes fondateurs et les commenter. Dans l'Antiquité, de façon plus mitigée au Moyen Âge, du moins en Europe, puis à la Renaissance, l'intellectuel était celui qui avait pris connaissance des textes fondateurs de la civilisation, à savoir essentiellement les grandes œuvres des Grecs, des Arabes et des Romains. Pour être cultivé, il fallait les étudier dans le texte et prendre connaissance des commentaires des grands maîtres pour pouvoir les commenter à son tour. Ces grandes œuvres étaient censées avoir abordé toutes les explications relatives à la création. La philosophie était la discipline mère, car elle englobait tous les objets de connaissance, y compris la cosmologie. Cette conception a été propagée à travers les siècles par les jésuites, puis a été adoptée par les lycées napoléoniens et par la plupart des systèmes éducatifs. Les humanités anciennes ou les filières ou options latin-grec se sont transmises jusqu'à nos jours et ont constitué ou constituent encore, aux yeux de certains, la voie royale de la formation. Apprendre était donc prendre connaissance des textes fondateurs, d'en saisir le sens profond et de les commenter sans trahir, c'est-à-dire les traduire. Connaître, c'est assimiler les résultats des découvertes scientifiques et technologiques. Alors que les humanités anciennes ou des filières de ce type se développaient à travers le monde et fournissaient des têtes bien faites, les connaissances des lois de la nature, physiques, biologiques et sociales, se multipliaient sous l'accumulation des observations invoquées, puis par le développement de dispositifs d'observation provoqués. C'est ainsi que naissait l'esprit scientifique, fait d'observation, de vérification et d'expérimentation. Parallèlement, le développement des modèles mathématiques et statistiques a permis aux chercheurs de formaliser leurs observations et de prédire d'autres phénomènes. Plus récemment, la découverte et le développement de l'informatique a permis encore d'accélérer les découvertes. La nécessité s'est donc fait sentir de développer des programmes d'études qui transmettent les nouvelles connaissances acquises par la communauté scientifique. Le problème essentiel devenait: quelles connaissances rigoureusement mises à jour devenaient indispensables à tel ou tel moment de la scolarité ou de la formation. Les programmes d'enseignement sont donc progressivement devenus des inventaires de connaissances à transmettre à un moment donné. C'est ainsi que sont apparues progressivement de nouvelles dénominations de structures d'enseignement. Les humanités modernes ont été créées parallèlement aux humanités anciennes, ont pris de plus en plus d'importance au point de générer une querelle sur le rôle formateur comparatif des langues anciennes par rapport aux disciplines mathématiques et scientifiques, et ont fini par prendre le dessus au point d'imposer la mathématique comme discipline clé de la sélection et de la hiérarchisation des élèves. Apprendre devenait donc accumuler un capital de connaissances validées par la communauté scientifique. Évaluer les acquis de l'apprentissage est devenu mesurer le plus fidèlement possible le capital des connaissances acquises, grâce aux principes et règles émises par les travaux de la docimologie, Pierron, 1963, de Lancher, 1971. Connaître, c'est démontrer sa maîtrise d'objectifs traduits en comportements observables. Alors que se développaient de nouvelles connaissances et que celles-ci permettaient de créer de nouvelles technologies mises au service du développement économique, dans un monde de plus en plus industrialisé, 2 mouvements prenaient de plus en plus d'importance. Issu du monde industriel, le taylorisme cherchait à introduire plus de rationalité et de rationalisation dans la gestion des processus de fabrication en vue de produire plus rapidement et avec moins de défauts, en vue d'une plus grande rentabilité. Issu de la transposition de la démarche des sciences dures aux sciences humaines, le behaviorisme était également à la recherche d'une démarche plus rationnelle, basée sur de l'observable,
à savoir ce qui est de l'ordre du comportement et non de l'intention ou de l'ordre des processus inscrits dans la boîte noire. Pour étudier rigoureusement les modes de fabrication ou les phénomènes humains, le taylorisme et le behaviorisme tentent de réduire la complexité en découpant les objets d'étude en éléments plus simples et en séquences plus courtes observables. Ces mouvements ont inspiré étroitement le monde de l'éducation, à travers la pédagogie par objectif, popularisée au départ par Magère, avec son petit livre Preparing Instructional Objective publié en 1962, et la pédagogie de maîtrise de Bloom, 1968. S'appuyant sur de nombreuses études menées par son équipe de chercheurs, ce dernier prétendait qu'il était possible d'enseigner n'importe quoi à n'importe qui. Selon lui, ceci suppose que l'on découpe l'objet de l'enseignement en objectifs suffisamment précis et hiérarchisés, et que l'on ne passe jamais à un apprentissage nouveau sans s'être assuré que les objectifs prérequis soient réellement maîtrisés et suffisamment stabilisés. Correspondant bien à une aspiration de scientificité de l'époque, ces mouvements ont d'emblée eu beaucoup de succès. Ce mouvement a entraîné une vague importante de réforme des programmes. Pour ceux qui avaient pris connaissance de ces mouvements, il devenait indécent de raisonner uniquement en termes de contenu à enseigner. Il fallait préciser ce que l'on désirait apprendre à faire sur ce contenu. L'objectif est une capacité à exercer sur un contenu. Il fallait même, autant que possible, préciser les performances attendues en comportements observables de façon non ambiguë. Apprendre devenait donc démontrer de façon observable que l'on était performant, c'est-à-dire que l'on était capable d'exercer des démarches précisées, cognitives, psychomotrices, voire socio-affectives, sur des contenus de connaissances eux-mêmes précisés. Le problème de la validité, évaluer effectivement ce que l'on déclare évaluer, devenait un problème prioritaire pour les experts en évaluation, d'où l'émergence d'une édumétrie dont le modèle le plus connu est le modèle de Rasch connu sous le nom de théorie de réponse aux items, Lavaux et Grégoire, 2002. Connaître, c'est démontrer sa compétence. Après avoir essuyé les plâtres de la dernière guerre mondiale, grâce notamment au plan Marshall, et refait marcher la machine économique, après avoir mis en place des mécanismes de protection sociale et avoir créé une demande de plus en plus forte de biens et de services matériels et immatériels, les États devenaient de moins en moins capables de faire face aux exigences de toute nature et d'imposer leurs lois aux entreprises multinationales. Le processus de mondialisation, de globalisation, d'économie de marché, de compétitivité croissante gagnait du terrain. Au sein des entreprises marchandes d'abord, puis non marchandes ensuite, les employeurs, soucieux d'efficacité et de rendement, firent progressivement un triple constat concernant le recrutement des produits de l'école. 1. Plus le diplôme est élevé, plus le candidat au poste a des chances de s'adapter et de donner à terme satisfaction. 2. Mais par ailleurs les produits de l'école sont incapables d'accomplir les tâches complexes qui leur sont données, même si toutes les connaissances et techniques requises leur ont été enseignées. 3. Dans certains domaines surtout, le nombre de diplômés devenant supérieur aux besoins, la sphère de recrutement devient plus large et il est donc possible de recruter les personnes susceptibles de devenir le plus rapidement compétentes, ce que l'on trouve plus facilement parmi les plus diplômés. Ces constats alliés aux impératifs de la compétitivité et de la rentabilité amenèrent les entreprises à créer leurs propres services de formation, afin de rendre les nouveaux engagés ou les personnels à muter sur un autre poste le plus rapidement, compétents. Les services de formation eurent donc comme premier rôle de faire avec les services concernés de l'entreprise une analyse précise des tâches, et d'identifier à partir de là les compétences requises. Ainsi naquirent les concepts de référentiel métier et de référentiel de compétences. Ces services de formation pouvant être coûteux pour l'entreprise, celle-ci a évidemment intérêt à agir sur l'école pour la pousser à transformer ses programmes en termes de compétences, du moins celles susceptibles d'être apprises dans un tel cadre. Essentiellement tournées sur ce type de référentiel, ces initiatives débouchèrent assez vite sur la constatation que les référentiels de compétences des métiers exigeaient, surtout pour des métiers de haut niveau, des compétences transversales ou génériques, c'est-à-dire exerçant sur des situations très diverses, telles par exemple, interpréter correctement un problème, lire correctement un mode opératoire, aller chercher dans un ouvrage de référence les informations utiles pour un certain usage, réagir de façon critique à une situation, etc.
Il s'ensuivit des pressions auprès des autorités des systèmes éducatifs pour agir auprès des programmes d'études de l'enseignement général et y introduire un apprentissage de telles compétences. Ces pressions se virent de plus en plus couronnées de succès, comme le montrent les nouvelles appellations créées dans différents pays. Basic Skills est de plus en plus fréquemment Basic Competencies dans de nombreux pays anglo-saxons, compétences socles dans l'enseignement secondaire belge, objectifs d'intégration dans l'enseignement primaire belge et dans d'autres pays, objectifs noyaux dans l'enseignement suisse, compétences minimales dans certains secteurs de l'enseignement français, compétences par cycle dans L', enseignement primaire français, et bien d'autres appellations comme compétences planchers, socle de compétences, compétences exigibles, compétences nécessaires, compétences de base, etc. Apprendre devenait donc faire preuve de la maîtrise d'un ensemble de compétences, ou mieux d'un ensemble intégré de compétences, c'est-à-dire de savoir-faire complexes, et non de simples savoir-faire ou skills élémentaires comme dans la pédagogie de maîtrise de Bloom, de savoir-être. En fait, des savoir-faire passés dans l'habitude spontanée intériorisée en situation comme L', indique de Kettel, 1986, et de savoir devenir, capacité de se mettre en projet, de les planifier, de les mettre en œuvre, de les évaluer, de les ajuster et de rebondir sur de nouveaux projets selon de Kettel et Rougiers, 1993. Et l'évaluation ? Habitués à évaluer la maîtrise d'objectifs spécifiques bien circonscrits, les enseignants se sont trouvés devant l'obligation d'évaluer des compétences, c'est-à-dire du complexe par définition. Ceci a créé un grand malaise, d'autant plus que la plupart des curriculums ont été conçus et diffusés sans que l'on ait pensé le problème de l'évaluation, ni assuré la formation des enseignants. Cette prise de conscience a engendré de nombreux travaux sur les dispositifs susceptibles d'évaluer les compétences des élèves, ainsi que celles d'adultes voulant voir reconnus et validés les savoirs expérientiels. Le colloque de l'ADME de Lisbonne en novembre 2004 en a fait un premier bilan. En ce qui concerne l'évaluation des compétences des élèves, on voit plusieurs tendances se dessiner. Les puristes considèrent que l'évaluation consiste à confronter l'élève à une tâche complexe, à identifier les critères et indicateurs de qualité des composantes de la performance attendue, à confronter la performance observée à ces critères et indicateurs, à prendre les décisions qui s'imposent selon la fonction de l'évaluation, réguler ou certifier, voire les deux. Une seconde tendance part de la constatation que beaucoup d'élèves ne sont pas en mesure d'effectuer une tâche complexe. L'épreuve est alors scindée en plusieurs moments. Confrontation à la tâche complexe pour tous les élèves. Ensuite, pour les élèves en difficulté, on découpe la tâche complexe en tâches plus simples. Enfin, pour les élèves encore en difficulté, on vérifie la maîtrise des savoirs et savoir-faire impliqués par la tâche complexe, c'est-à-dire les ressources à mobiliser. Une troisième tendance prend la voie inverse. Elle vérifie d'abord la maîtrise des ressources à mobiliser par la compétence, puis propose une ou plusieurs tâches complexes, éventuellement de difficulté croissante. À côté de ces trois tendances et en liaison plus ou moins étroite avec elles, on assiste aussi au développement de nombreux travaux sur les portfolios de compétences et sur les familles de situations problèmes. Il existe de nombreuses conceptions concernant les portfolios et sur la façon de les utiliser. Soulignons cependant deux aspects fortement étudiés, les modalités de la régulation et la certification des progrès. Puisqu'être compétent dans un domaine, c'est pouvoir mobiliser les ressources pertinentes, face à une ou plusieurs familles de situations problèmes caractéristiques du domaine, se posent les questions de l'identification de celles-ci et de leur caractérisation. Il s'agit ici encore d'un processus de référentialisation, où il importe de bien distinguer les paramètres de chaque famille de situations problèmes, par opposition à l'habillage de celles-ci, c'est-à-dire ce qui peut changer dans les situations d'une même famille. Que peut-on dire pour conclure et ouvrir le débat ? Le concept de compétence est désormais incontournable même si dans les faits, il reste souvent un concept fourre-tout et non stabilisé. On peut encore discuter indéfiniment sur le fait que la compétence est une potentialité à agir, un savoir agir, une capacité à mobiliser des ressources pertinentes, etc. Ce qui est sûr, c'est que les nostalgies à vouloir restreindre l'acte d'apprendre et d'évaluer, soit au seul contenu de connaissances, soit au seul savoir-faire ou skills de base, sont des conceptions qui ne tiennent plus la route et relèvent des mouvements de résistance conservatrice que l'histoire des sciences a maintes fois mis en évidence.
Être compétent suppose bien plus que la maîtrise des connaissances et savoir-faire de base, ce que l'on tente à appeler les ressources. Cela suppose de pouvoir les mobiliser de façon pertinente dans des situations problèmes à résoudre ou dans des tâches complexes à effectuer. À côté de cet enjeu essentiel, on peut également situer le débat concernant l'apprentissage de compétences spécifiques ou contextuelles, c'est-à-dire s'exerçant sur des familles de situations problèmes ou de tâches complexes bien circonscrites, ou de compétences qualifiées sous différents vocables déjà évoqués, compétences transversales, clés, génériques, etc. Même si nous considérons comme incontournable l'approche par compétences, compte tenu de l'évolution du statut de la connaissance, il ne faut pas être aveugle quant aux déviations possibles. Un accent trop exclusivement marqué sur la mondialisation, sur la compétitivité et sur l'employabilité, risque de mettre l'apprentissage et l'évaluation trop exclusivement au service du développement économique et de l'intérêt de la finance internationale. Un autre risque est de considérer l'approche par compétences comme une évolution définitive, liée elle-même à une évolution définitive du statut de la connaissance. L'épistémologie nous a appris que la connaissance est un processus inachevé, et à reconstruire. Quelle évolution nous attend ? Si nous osons un pronostic, nous dirons que l'évolution de la société civile, émergence et importance des perceptions d'une société violente, inéquitable, injuste, accentuant le fossé entre les régions et les classes sociales, émergence aussi de l'importance d'une priorité à la qualité de la vie, nous amène à penser que le futur accordera peut-être une priorité à l'apprentissage du savoir-être et du savoir-devenir. Ce serait une nouvelle étape dans le processus d'intégration, qui caractérise le développement du savoir. En effet, si la compétence intègre les savoirs et les savoir-faire de base dans un processus de mobilisation pertinente face à des situations ou des tâches complexes, le savoir-être intègre les savoir-faire dans un processus d'intériorisation habituel et le savoir-devenir les intègre dans des projets qui engagent tant le devenir de la personne que de la société. Il s'agit peut-être de l'enjeu de demain. 1.2 Les acquis de l'expérience. Évaluer avec l'expérience. Patrick Mayen. Que faire de l'expérience ? Que faire avec l'expérience ? Comment faire avec l'expérience ? Qu'est-ce qu'on peut évaluer, et comment ? Voici 3 questions qui peuvent traduire assez fidèlement le désarroi dans lequel se trouvent tous ceux qui ont à agir dans le cadre de dispositifs de reconnaissance et de validation d'acquis de l'expérience, RVAE. Tous ceux ? D'abord, ils sont nombreux à être concernés. Ensuite, ils occupent des positions différentes. Ceux qui décident de mettre en place des politiques et dispositifs de RVAE, ceux qui les conçoivent et les pilotent, ceux qui agissent dans leur cadre, conseillers, accompagnateurs, formateurs, jurys, ceux enfin qui en sont les bénéficiaires. 2 précisions importantes. Leurs activités ont tout à faire avec l'évaluation. Bien qu'elles ne soient pas toutes des activités d'évaluation, elles se réfèrent toutes au champ institutionnel, conceptuel et professionnel de l'évaluation. Ainsi, un accompagnateur, un conseiller, un formateur réfèrent leur activité à celle du jury, aux attendus d'un référentiel, aux règles d'un système de formation ou de certification, à des notions comme équité ou critères, etc. Mayen 2005, Mayen et Savoyant 2006. Elles ont aussi tout à faire avec l'expérience. Même si ce sont les acquis de l'expérience et non l'expérience qui sont l'objet des activités d'évaluation. L'expérience est un objet de l'activité. De l'expérience, il faut faire quelque chose pour que des acquis puissent être reconnus, évalués, validés. Un autre objet de l'activité commune se dégage, l'activité d'une personne, candidate à la reconnaissance et à la validation des acquis de son expérience, RVAE. Préoccupation pour un candidat, objet d'apprentissage. Que faire de mon expérience et comment ? Préoccupation pour les acteurs des systèmes de formation et de certification. Comment faire avec l'activité du candidat ? L'expérience, c'est un objet de travail encombrant et complexe, rétif aux réponses simples et aux réductions méthodologiques. La notion d'expérience présente des significations multiples mais jamais contradictoires. Celle-ci reflète seulement la complexité de ce qu'est l'expérience. Expérience produit, expérience processus, expérience condition de construction de l'expérience, de ce qu'elle engendre, des processus par lesquels elle se développe et de ceux par lesquels elle agit et sert à agir. Pourtant,
Probablement parce que le mot est courant et la chose familière pour chacun d'entre nous, on croit savoir ce que c'est, comment elle agit et comment on agit avec elle. Parfois même, elle est comme refoulée ou simplement oubliée au profit des activités réalisées, des compétences et capacités manifestées. Or, ce que montrent tous les travaux consacrés à la RVAE est que l'expérience ne se laisse pas expulser des espaces dans lesquels on la manipule. Elle persévère à agir, chez les personnes qui s'engagent en RVAE, sur les acteurs qui agissent avec elle. Nous faisons donc l'hypothèse que l'expérience, sa nature, ses fonctions et les modes d'action que l'on peut exercer à son égard, est un objet de recherche parce que c'est un objet agissant dans le cadre de n'importe quel système de RVAE. C'est donc un objet de connaissance pour comprendre et agir dans et sur ces systèmes. Qu'est-ce qu'agir avec l'expérience ? Une question opérative pour la RVAE. L'expérience, c'est la vie elle-même. Pour John Dewey 1938, l'expérience, c'est la vie elle-même. Elle emprunte aux expériences antérieures et modifie la qualité des expériences ultérieures. Bien qu'elle soit agissante et relativement opérative, elle reste implicite, diffuse, à peine consciente, peu formulée, en sorte que l'élaboration du parcours, des situations, de l'action, des savoirs et savoir-faire requiert le plus souvent l'intervention d'un tiers. L'aîné 2000 page 30. Cette intervention ne peut cependant pas être assimilée à la maïeutique souvent évoquée pour décrire le travail des professionnels. L'assimilation à un accouchement, même intellectuel, repose sur la conception d'une substance préformée, d'un objet social déjà là, tout construit, prêt à être exprimé dans des formes attendues et que l'habileté de l'accompagnateur consisterait à faire accoucher. Ce travail ne se réduit pas à la mise en mots d'un objet déjà là, prêt à être exprimé ou échangé. L'expérience est inscrite dans les comportements, les connaissances et les compétences, les manières de faire et de penser, les schèmes ou les habitus. Elle est formée des manières d'être, de penser et d'agir. De cet ensemble qui est une vie, il faut tirer de quoi voir des acquis reconnus et validés. Mais comme nous l'avons déjà évoqué, travailler des éléments de cet ensemble conduit inévitablement à activer les autres, même ceux qu'on n'attend pas. Identifier, comprendre, reconnaître, évaluer certains éléments ne peut se réaliser que sur le fond de l'ensemble ou dans la relation avec d'autres éléments de celui-ci. Le travail du candidat. Cela demande élaboration. L'expérience doit d'abord devenir objet d'activité d'une personne, se mettre à exister, acquérir une signification nouvelle, parce que susceptible d'avoir une valeur pour entrer en formation ou obtenir un diplôme et réaliser certaines fins. Bref, il faut en faire un objet d'activité sous contrôle, pour ne pas laisser l'expérience guider l'expression de l'expérience, et sous contrainte, parce que les cadres réglementaires et institutionnels de RVAE orientent fortement les modalités de réalisation des activités d'élaboration de l'expérience. Ce travail peut être décomposé en activités de mobilisation, prendre l'expérience comme objet d'activité et de remémoration. Toute l'expérience n'est pas immédiatement disponible, de finalisation et d'adressage. L'élaboration suppose de comprendre quelles fins sont visées, la formation, la certification, et pour répondre à quelles attentes des jurys ou des formateurs, de sélection, de hiérarchisation et d'organisation, que faut-il retenir et éliminer ? Développer ou simplement évoquer ? Décrire ou analyser ? Quel ordre, quelle stratégie de formalisation privilégiée pour convaincre, enfin d'expression ? Là encore, il faut trouver les mots pour dire le parcours, les activités et les acquis, recourir à l'usage de jeux de langage plus ou moins induits par les dossiers ou les épreuves à passer, et qui sont supposés permettre de se faire comprendre et de faire valoir et reconnaître ses arguments pour faire reconnaître et valider ses acquis. L'expérience, produit de l'interaction des conditions objectives de l'environnement et des états subjectifs de la personne. Dewey, 1938, définit encore l'expérience comme événement social dans lequel les conditions objectives de l'environnement et les états subjectifs de la personne sont en interaction. La remarque de Dewey souligne la place qu'occupent les conditions comme potentiel de formation d'expérience. Dans quelle mesure certaines conditions composent-elles des configurations au potentiel créateur plus riche ? Deux personnes partant d'un même point peuvent ainsi avoir eu des chances très différentes de vivre, de construire et de développer des expériences selon les conditions rencontrées.
Elle réaffirme aussi le rôle de chacun dans cet acte créateur et relativise ainsi la part occupée par les conditions objectives, les situations vécues tout au long de la vie, qui ne déterminent pas strictement la formation de l'expérience. Cela amène à prendre en compte le fait que des conditions relativement identiques n'engendrent pas obligatoirement les mêmes expériences ni les mêmes produits de l'expérience. Cela implique qu'on ne confonde pas situations vécues, activités exercées et expériences. Celles-ci relèvent de ce que chacun a fait, de ce que l'expérience a proposé. L'expérience, condition, processus et produit. La notion d'expérience recouvre des significations courantes et des significations plus scientifiques, Grasseur et Rose, 2000. Tout d'abord, l'expérience comme ensemble de conditions, de situations, d'événements se succédant dans un certain ordre, correspond à un processus susceptible de construire l'expérience comme produit défini comme ensemble de manières d'être, de penser et de faire, propriété sociale construite dans le feu de l'action, dans l'épreuve de nombreux événements de la vie professionnelle. De Mailly, 2001, page 528. Forme d'exister, de sentir, de penser et d'agir, mais aussi voies inexplorées, potentiel inactivé, empêchés ou qui n'ont pas trouvé de quoi s'investir et se développer, Clos, 1999. L'expérience comme condition de la construction de manières d'être, de faire et de penser, constitue donc une sorte d'espace de développement. Mais cet espace peut aussi être espace de construction de capacités d'action limitées à la seule réussite immédiate exigée, de routine, d'involution du fait de l'empêchement d'agir, d'exprimer ce que l'on souhaite faire et ce que l'on est capable de faire, d'acquérir les capacités de faire face aux situations ou à leurs évolutions. Elle peut créer la démotivation, construire des manières de faire ou de penser opérationnelles pour une classe de situations mais inefficaces pour d'autres, restreindre l'horizon. L'expérience construit aussi des possibilités qui pourront ou non, au cours des expériences ultérieures, se réaliser ou se développer. De ce point de vue, on peut parler d'inéquité fondamentale de l'expérience. L'expérience, des éléments et un ensemble, un parcours et la dynamique d'une trajectoire. On peut distinguer l'expérience parcours de l'expérience trajectoire. Le parcours serait la succession objective des situations et des événements, avec une temporalité sociale d'agenda. La trajectoire serait, elle, l'histoire de la personne, celle qu'elle raconte pour argumenter, qu'elle redessine en fonction du système de contraintes propre à un dispositif de RVAE, celle que les jurys cherchent à retrouver à partir de leur propre système de référence, à partir du parcours objectif et à partir de la trajectoire donnée à lire par le candidat. Ils cherchent, comme ils le disent, la personne derrière le candidat, on juge l'expérience. Les indicateurs d'acquis de l'expérience sont alors aussi bien à chercher dans la version parcours de cette dernière, celle de l'agenda, que dans sa version trajectoire, celle qui est racontée et argumentée, dans sa version condition, ou dans celle de processus et de produits, de potentiel et de valeur. On entrevoit déjà un aspect de l'évaluation située, celui du recours à des indicateurs rendant compte de tel ou tel aspect d'une activité et de leur intégration en un ensemble global au lieu des simples signes de performance habituellement traités par des indicateurs classiques, dissociant les éléments, Figari 2006. L'expérience, émotion et cognition. Ensemble de manières d'être, de penser ou de faire, propriété sociale. L'expérience est indissociablement émotive et cognitive, déception, plaisir, souffrance, flair, savoir-faire, etc. Si l'expérience est émotion, comme nous l'avons écrit plus haut, c'est à la fois dans le processus, autrement dit le temps de la construction de l'expérience et dans le produit. Événements marqués par des affects négatifs et résultant de souffrances professionnelles ou personnelles, déception et frustration, empêchement d'agir, fatigue, ennui, stress, jugement professionnel explicite ou non porté sur la personne ou sur son action. Événements marqués par des affects positifs et résultant de réussite et promotion, marque de reconnaissance, sentiment du travail bien fait, d'efficacité, problèmes délicats résolus, jugement d'utilité et de beauté, 2 jours 1995 exprimé par l'entourage. La construction du sens attribué à l'expérience en est fortement marquée. La valeur est donc la valorisation des éléments, de sous-ensembles de l'expérience, voire de sa totalité en dépendent. Au cours de l'expérience, les événements, les situations, les positions ont été l'objet d'attributions de valeur, d'abord par les autres, personnes ou institutions, par les événements tels qu'ils ont été interprétés,
ensuite par chacun mais toujours référencé, en quelque sorte aux yeux, aux mots, au jugement des autres. C'est à cela aussi que se heurtent les professionnels chargés de l'orientation et de l'accompagnement. Se souvenir ou pas, accepter ou non d'en parler ou de le taire, de le développer ou de le minimiser, réorganiser une hiérarchie des expériences du point de vue de leur valeur pour le référentiel de diplôme et non pour le référentiel du milieu professionnel ou pour le référentiel personnel construit tout au long de la vie, ne sont que quelques-unes des difficultés engendrées par l'indissociabilité de l'émotion et de la cognition. Les impasses faites sur certaines activités, les développements trop importants, les preuves décalées ne sont pas le seul fait d'une incompréhension des exigences du jeu social de la RVAE. L'émotion et les affects insistent pour s'exprimer. Ils sont aussi le crible par lequel l'estimation de la validité de l'évaluation sera effectuée par les candidats, une fois celle-ci notifiée par le jury. Sentiment de justice ou d'injustice, d'avoir ou non été entendu, compris et reconnu, d'avoir enfin réussi ou d'avoir encore échoué nourrissent les réactions après coup des candidats. L'émotion et la subjectivité ne sont donc pas des restes de l'élaboration de l'expérience. L'expérience, produit de l'action et des interactions avec les autres et la culture. L'expérience n'est pas seulement le produit de la confrontation aux objets matériels, aux problèmes du monde, l'action et les capacités d'action s'ajustant progressivement en fonction du constat des effets de l'action. Le monde expérientiel est aussi un monde socialement saturé de ressources pour apprendre, notamment parce qu'on agit avec d'autres dans un cadre réglé. Leur action peut être imitée ou rejetée, mais elle influe sur la construction des manières d'agir individuelles. Des manières d'agir se transmettent, s'échangent. Les approbations et des réprobations s'expriment, des explications, justifications, précisions s'échangent qui contribuent à affiner les modes d'action, à opérer des choix. Ceci peut se faire dans des situations ordinaires sans intention d'apprentissage ou bien à travers des situations plus formalisées, tutorat, aide, réunion, séances d'information, recours à des ressources documentaires, ou tout simplement suivi des procédures, des protocoles écrits qui orientent, cadrent les actions possibles et impossibles, définissent des résultats à atteindre et des opérations à respecter ou à éviter. Dans les propos des autres, dans les documents et les procédures, des concepts sont présents, des systèmes explicatifs, des théories, des règles, des buts, tout ce qui compose l'action humaine. Tous ces points sont autant d'entrées pour relancer le travail d'élaboration du candidat, pour y trouver des conditions et des produits de l'expérience, alors que reste dominante, dans les pratiques, la référence à l'action observable et facilement descriptible réalisée avec des systèmes d'instruments techniques sur des objets matériels. L'expérience, une construction qui reflète le cours de la vie et l'activité en situation. L'expérience comme produit conserve des traces des situations dans lesquelles elle s'est construite. Les formes conceptuelles pragmatiques construites pour l'action en situation ne recouvrent jamais les organisations conceptuelles disciplinaires. Elles sont finalisées et étroitement reliées à des formes d'action possibles, à des classes de situations qu'elles permettent de traiter. Une partie de ce qui organise l'action, règles, concepts et cet ensemble de connaissances plus ou moins implicites que nous avons sur le monde, ne font pas l'objet d'une correspondance en termes de savoir identifié, formalisé. La mise en mots, la démonstration de la logique de l'action et de l'expérience suppose donc simplification, déformation, imprécision. Dans le même temps, l'observation de jurys de validation d'acquis de l'expérience montre que c'est dans la spécificité de ce qu'apportent les candidats, dans les traits particuliers d'une situation vécue particulière, dans les actions et les raisonnements tenus dans et sur cette situation précise, que les jurys trouvent de quoi résoudre deux des problèmes qui les préoccupent. Le candidat est-il bien l'auteur de l'expérience et des acquis qu'il met en mots ou en scène pour la RVAE ? Véracité. Les éléments concrets et spécifiques de l'expérience, situation et action, constituent le levier pour interroger les capacités et les connaissances des personnes à un niveau de généricité élevé. Solliciter des raisonnements conditionnels, faire jouer la variabilité, faire élaborer et justifier des scénarios alternatifs en référence à des traits concrets d'une situation spécifique, etc. L'expérience, un système de ressources pour les situations à venir. L'expérience n'appartient pas seulement au passé de l'individu. Elle n'est pas seulement ce qu'il est,
et ce qu'il a été capable de faire mais aussi ce qu'il pourra faire de cette expérience et de ce qu'elle construira dans des situations à venir. La préoccupation de transférabilité des acquis dans d'autres situations de référence du diplôme est une préoccupation constante des jurys. Elle s'exprime parfois dans les termes de potentiel. Le candidat sera-t-il capable d'affronter d'autres situations ? La notion de zone de proche développement permet de comprendre ce qui est en jeu. Quelles possibilités d'action et de mobilisation l'expérience a-t-elle construite ? Quelles situations, même celles qui n'ont jamais été rencontrées, l'expérience permet-elle d'affronter avec des chances de succès ? Bref, quelles expériences une expérience permet-elle de faire ? Quelles sont les conditions pour qu'une expérience trouve un développement possible ? En conclusion, faire avec l'expérience pour évaluer les acquis de l'expérience. Ce que montrent certains travaux d'observation de l'activité de jury, accompagnateurs et formateurs, c'est la manifestation d'une pluriréférentialisation dans l'acte même d'évaluation ou de guidage de l'élaboration de l'expérience pour en tirer des objets évaluables. Les référentiels et les critères, voire, dans certains cas, les conditions organisationnelles et institutionnelles, sont ainsi perpétuellement réinterrogés et renégociés pour s'adapter aux caractéristiques spécifiques et à la pluridimensionnalité de chaque expérience proposée à la RVAE. Les acteurs du dispositif puisent alors dans leur propre expérience et leurs propres univers de référence de quoi trouver les ressources pour réaliser l'évaluation, notamment redéfinir les critères et identifier et négocier, voire inventer des indicateurs satisfaisants pour évaluer. Or, la flexibilité nécessitée par la prise en compte des caractéristiques de globalité, de spécificité, de multiréférentialité, de complexité de l'expérience suppose, pour rester sous contrôle, que les professionnels des systèmes connaissent précisément les éléments constitutifs du monde dans et sur lequel ils ont à agir, notamment ce qu'est l'expérience et ses usages dans les espaces dédiés à la RVAE. 1.3 Les établissements. Réflexion sur l'effet école. À l'état Griset. Il y a longtemps que les chercheurs en sciences de l'éducation s'intéressent aux multiples différences observables entre systèmes scolaires, pour tenter d'identifier les facteurs susceptibles d'expliquer les meilleures ou les moins bonnes performances de ces systèmes en termes d'acquis des élèves. C'est là une des principales raisons d'être des vastes enquêtes de l'Association internationale pour l'évaluation du rendement scolaire, IEA, et du programme PISA de l'OCDE, Programme international pour le suivi des acquis des élèves. En effet, un grand nombre de caractéristiques des systèmes éducatifs, par exemple, les dispositions relatives à l'obligation scolaire, le curriculum officiel, les horaires, les normes d'effectifs par classe, les qualifications requises pour l'accès au métier d'enseignant, ne varient généralement pas, ou de manière peu significative, au sein d'un même pays, ce qui ne permet d'en apprécier empiriquement les effets qu'en effectuant des comparaisons entre pays différents. Il est vrai que dans un même système scolaire, l'homogénéité des conditions est souvent plus structurelle que réelle. Des différences de rendement parfois importantes s'observent d'une école à l'autre, même lorsque l'on tient sous contrôle statistique les caractéristiques d'entrée, origine socio-économique, compétences initiales des populations d'élèves qui fréquentent ces établissements. Le courant de recherche sur l'école efficace, School Effectiveness Studies, a trouvé là son terrain de chasse privilégié. Moins ample que les enquêtes précédentes par le nombre d'établissements et d'élèves étudiés, mais prenant plus soigneusement en compte les processus mis en œuvre dans l'environnement scolaire, ces travaux ont donné la priorité à une comparaison systématique entre établissements performants et peu performants, IE, des établissements où les résultats des élèves s'avèrent significativement supérieurs ou inférieurs à ceux que l'on observe en moyenne chez des élèves de même origine sociale et de mêmes aptitudes initiales inscrits dans des autres écoles. Ils ont permis, depuis une trentaine d'années, d'effectuer une avancée indiscutable dans l'identification des caractéristiques de l'environnement scolaire les plus favorables au progrès de l'apprentissage. Un profil cohérent de facteurs d'efficacité. Par-delà le foisonnement d'informations et de résultats apportés par ces paradigmes de recherche, on ne peut qu'être frappé par une double série de convergences. 1. En ce qui concerne les aspects quotidiens du travail en classe, les travaux sur l'école efficace tendent à confirmer de plus en plus clairement la robustesse du vieux modèle de l'apprentissage scolaire proposé par Carroll,
1963-1989. L'apprentissage que réalisera un élève particulier est fonction de ses aptitudes, intelligence générale, capacité d'apprendre. De ses prérequis, dispose-t-il des bases nécessaires pour comprendre la nouvelle matière qu'on lui présente? De sa motivation, a-t-il envie d'apprendre cette matière? Est-il prêt à s'engager dans l'effort que cela requiert et d'y persévérer? Du fait que l'occasion d'apprendre cette matière lui soit effectivement présentée, et cela pendant un temps suffisant. De la qualité de l'enseignement dispensé. À l'exception du premier de ces facteurs, aptitude générale de l'élève, tous sont au moins partiellement gérables par l'école. Les établissements efficaces, nous dit en substance la littérature, Good et Brophy 1986, Perkey et Smith 1983, Scherens et Bosker 1997, sont ceux où les enseignants donnent la priorité aux apprentissages fondamentaux, où des objectifs clairs sont fixés aux élèves, où il leur est fait comprendre qu'on les considère comme capables d'atteindre ces objectifs, où des évaluations fréquentes permettent de réguler l'enseignement et de assurer que chacun progresse à un rythme satisfaisant, où l'on parvient à éviter les pertes de temps dues à une organisation défectueuse ou à des épisodes trop fréquents d'indiscipline, et où les pratiques d'enseignement sont de type plutôt structuré. Les leçons sont planifiées avec soin, en courtes séquences alternant exposé de la matière, questions-réponses et travail individuel ou en groupe. L'enseignant fait souvent le lien entre ce qui a été vu et ce qui va suivre, il rappelle les points essentiels. Il multiplie les exemples, insiste sur les transitions, résume ou fait résumer ce qui a été vu, etc. 2. En ce qui concerne les caractéristiques plus globales de l'établissement, de son fonctionnement et de ses modalités de gestion, il est intéressant de constater que les principaux facteurs facilitants identifiés par la littérature mettent l'accent sur la cohérence. Le milieu scolaire est une bureaucratie qui se caractérise le plus souvent, en termes de théorie des organisations, par un mode de fonctionnement faiblement couplé, Weck, 1976, où les mécanismes de communication et de concertation sont peu développés et où chaque enseignant dispose d'une relativement large autonomie. Les établissements performants, nous dit encore la littérature, sont ceux où une direction forte parvient à faire partager à tous une même vision des objectifs à poursuivre, où un ethos positif commun a pu se développer, où règne un climat de calme et de sécurité propice au travail, où le personnel se perçoit comme collectivement responsable des progrès des élèves, ce qui se traduit souvent par l'existence de dispositifs de régulation. Les résultats des élèves font l'objet d'analyses au niveau de L'. Établissements et sont utilisés pour décider des améliorations à apporter à l'enseignement dispensé. Une politique concertée de formation continuée du personnel est menée au sein de l'école. Les contacts avec les familles des élèves et leur implication dans le fonctionnement de l'école sont encouragés. Tout cela fait sens, indiscutablement, et les praticiens reconnaissent sans peine dans les listes de variables ainsi isolées par les travaux des chercheurs, des facteurs d'efficience qui leur sont familiers. Si familiers qu'on tend parfois à oublier que ces résultats n'ont rien de trivial. Bien d'autres facteurs sont souvent considérés comme indispensables au bon fonctionnement de l'enseignement, sans que leur pertinence ait pu être mise en évidence de manière empirique. C'est le cas, pour ne citer que quelques exemples, de l'utilisation de classes à effectifs réduits, de la plupart des pratiques d'individualisation des apprentissages et du moins dans les pays industrialisés, de la richesse de l'établissement en matériel pédagogique ou du niveau de qualification du personnel enseignant. Des points d'interrogation tenaces. L'avancée est réelle, mais d'innombrables problèmes subsistent, en particulier à propos de la stabilité de ces résultats et de leur interprétation exacte. 1. Les méta-analyses disponibles sur ces études, Wittier et Bosker, 1997, montrent que le profil des facteurs mis en évidence varie bien davantage d'une recherche à l'autre et d'un pays à l'autre qu'on ne l'avait cru tout d'abord. En particulier, l'importance du rôle joué par la direction de l'école ne paraît confirmée que dans un certain nombre d'études, pour la plupart anglo-saxonnes. Aux Pays-Bas, un pays où pourtant le courant de recherche sur l'école efficace est très actif, et où plusieurs enquêtes inspirées de ce paradigme ont été menées, aucun effet significatif n'a pu être trouvé pour cette variable. Il en va de même pour les quelques recherches menées en France, Bressou, 1993, Griset, 1997.
Plusieurs autres des dimensions souvent citées dans la littérature présentent, quoiqu'à un moindre degré, ce même comportement à éclipse. Confirmé par certaines des études, elles sont loin de l'être par toutes. 2. Les travaux relatifs à la stabilité de l'effet école dans le temps et pour les divers aspects du curriculum. Un établissement performant le reste-t-il pour l'ensemble des matières enseignées et d'une année scolaire à l'autre, font apparaître des résultats qui demeurent contradictoires. Une relative cohérence est observée dans certains des échantillons d'écoles étudiées. Par exemple, Rutter et al., 1977, trouvent que les établissements scolaires londoniens qu'ils ont étudiés sont le plus souvent performants ou peu performants pour l'ensemble des critères cognitifs et socio-affectifs qu'ils ont examinés, et le reste généralement au fil du temps. Mais de nombreuses autres études, Bosker et Scherens, 1989, Luyten, 1994, Rowan et Denk, 1982, mettent plutôt l'accent sur la faible stabilité des performances d'un même établissement d'une matière à l'autre et d'une année à l'autre. Slater et Tedley, 1992, attribuent ces fortes variations au fait que des modifications importantes peuvent se produire au cours du temps, tant en ce qui concerne la population qui fréquente l'établissement que sa direction ou la composition de son personnel enseignant. Luyten, 1994, dans une étude sur un large échantillon d'écoles secondaires néerlandaises, se demande pour sa part si l'unité pertinente n'est pas plutôt le département, ensemble des enseignants titulaires d'une même matière que l'école proprement dite. Il trouve que les performances des établissements dans une même matière sont un peu plus stables dans le temps que ce n'est le cas pour le rendement global de l'école, toutes matières confondues. 3. Il est légitime de s'interroger sur la nature exacte des systèmes de causalité, que recouvrent plusieurs des dimensions mises en évidence par le courant de l'école efficace. La meilleure performance de certains établissements est associée, on l'a vu, à un curriculum plus fouillé et plus exigeant, à des attentes plus positives des enseignants vis-à-vis des élèves, à un climat plus calme et plus studieux. Mais comment interpréter ces associations ? Le bon rendement des élèves est-il favorisé par les attentes positives des enseignants, le curriculum proposé, la discipline qui règne dans les classes ? N'est-ce pas plutôt le fait que la population recrutée par ces établissements est meilleure qu'ailleurs qui explique la bonne discipline, le curriculum exigeant et les attentes élevées des maîtres ? Il n'est pas interdit de penser que les deux hypothèses sont simultanément correctes. Un statut causal encore à préciser. Un effort intéressant pour mieux identifier les réseaux de causalité à travers lesquels agissent les divers facteurs de performance mis en évidence par le courant de l'école efficace, a été tenté par Bosker et Scherens, 1994. Ces auteurs distinguent 6 mécanismes possibles. 1. Des effets de miroir. On peut penser que dans certains cas, le bon rendement collectif est tout simplement la résultante de conditions positives présentes au niveau individuel. Une classe est bonne, parce qu'elle est fréquentée par des élèves initialement bons, une école est bonne, parce qu'elle compte une majorité de bonnes classes. Dans ce cas, certains des facteurs d'efficacité ne feraient que refléter la relative homogénéité des bonnes conditions initiales, élèves motivés et disciplinés, entraînant de fortes attentes de la part des enseignants. 2. Les effets contextuels. Il est cependant possible aussi que l'addition de caractéristiques individuelles positives ou négatives ait un effet allant au-delà d'un simple cumul. Des élèves faibles ou des enseignants médiocrement motivés seront tirés vers le haut par leur groupe de pairs dans une école dont l'éthos dominant est positif. L'inverse serait vrai dans des établissements fréquentés par une majorité d'élèves faibles, ou recrutant un personnel en majorité médiocre. 3. Les effets directs. La bonne performance des établissements efficaces serait due aux dispositifs qui y sont mis en place pour obtenir cette performance. C'est évidemment l'hypothèse la plus plausible pour des variables telles que le dynamisme de la direction, les mesures prises pour gérer efficacement le temps de travail, lutte contre l'absentéisme, remplacement des enseignants en congé de maladie, maintien de la discipline, formation du personnel à des pratiques qui améliorent la participation active et l'implication en classe des élèves, ou encore l'utilisation de systèmes bien conçus d'évaluation des progrès réalisés. 4. Les effets liés au renforcement, incentives. Il est rare que des dispositifs de gratification matérielle soient mis en œuvre dans les systèmes scolaires. Salaire au mérite,
ou complément de subvention pour les établissements atteignant certaines normes de performance. Mais divers types de renforcement symbolique jouent probablement un rôle dans le maintien ou la détérioration de la qualité de l'enseignement d'une école. La réputation de l'établissement, l'existence éventuelle d'établissements concurrents, la pression des collègues ou de la direction, celle exercée par des associations de parents plus ou moins sourcilleuses sur la discipline ou sur le niveau d'exigence du curriculum. 5. Des effets facilitants liés aux conditions matérielles. Les auteurs citent l'exemple des établissements organisant des relevés informatiques des résultats des élèves, ce qui peut faciliter ou encourager un pilotage systématique de leur progrès. On peut sans doute ajouter à cela les quelques résultats indiquant que les bonnes écoles bénéficient souvent d'une administration efficiente, qui évite au personnel d'inutiles pertes de temps et lui permet de donner la priorité aux tâches d'enseignement. 6. Des effets de tampon. Il s'agirait ici des dispositifs qui permettent de protéger le bon fonctionnement de l'école contre les influences négatives, pouvant le menacer de l'extérieur. Plusieurs travaux semblent indiquer qu'une certaine autonomie de l'établissement constitue un facteur positif autorisant une meilleure adaptation aux besoins spécifiques des élèves qui le fréquentent, et qu'un des rôles importants joués par les directeurs efficaces est celui de médiateur entre l'établissement et diverses instances extérieures. La hiérarchie du système éducatif, les autorités locales, l'association des parents, etc. Par ailleurs, de multiples études de cas indiquent que lorsqu'une école est située dans une aire géographique sensible, violence, drogue, etc., les conditions minimales de travail ne peuvent guère y être maintenues que si elle arrive à élever une barrière de sécurité la protégeant et protégeant ses élèves contre les perturbations venant de son environnement immédiat. Utilisant un sous-échantillon de données recueillies lors d'une évaluation nationale menée dans les écoles secondaires des Pays-Bas, 3e année de l'enseignement secondaire, les auteurs font une ingénieuse tentative pour vérifier, d'une part, si certains de ces modèles explicatifs peuvent être techniquement spécifiés, par exemple, en mettant à l'épreuve des modèles de régression multiniveau où l'on suppose alternativement que certaines variables ou groupes de variables n'ont qu'un effet principal, ou Q'. Elles agissent à la fois par leur effet principal et par des effets d'interaction avec d'autres variables. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.